Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 euros virtuels, gagnez 10 000 euros bien réels. Participez sur investchallenge.be. Merci de vous informer avec Trends Canal Z. Tout de suite, retrouvez Z sur 7, votre podcast quotidien. Nous sommes aujourd'hui le 23 avril. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Rémi Bernard et animé par Béatrice Marlier. Bonjour et bienvenue dans Z sur 7. Au programme de votre actualité, le récent décès du pape François est sur toutes les lèvres. Il est souvent reconnu comme un pape attentif aux plus démunis. Dans cet épisode, retour sur l'impact de son pontificat sur l'économie du Vatican, marqué par des actions concrètes pour assainir le Saint-Siège. Il a commencé par réduire de 10% les salaires des personnes les mieux payées. Retour en Belgique où le ministre des Finances, Jan Jan Bon, s'en prend aux contribuables qui contournent la taxe sur les comptes titres. Quand vous avez un compte titre d'1 million d'euros, vous payez 0,15% de taxe. Dans la suite de votre épisode, nous dressons l'état des lieux des énergies renouvelables en Belgique. Enfin, nous reviendrons sur l'impact de l'annonce du décès du pape sur les marchés financiers. Vous écoutez Z sur 7, le podcast économique de Trends Canal Z. Z sur 7 à la une. Jacques Gallois, entrepreneur et investisseur originaire de Liège, est administrateur de plusieurs sociétés et ancien directeur financier de VS. Il est également le fondateur de la radio chrétienne RCF Belgique. Intéressé de près par le pontificat du pape François, il s'est particulièrement attaché à la manière dont ce dernier aborde les grandes questions économiques. On a affaire à un pape argentin qui a vécu les crises économiques assez fortes en Argentine. Il a connu l'hyperinflation et puis il est né dans une famille avec un papa comptable. Donc il a appris ce qu'était une gestion stricte. Il a connu cela, il a connu les exubérances du marché parce qu'en Argentine il y a eu de l'hyperinflation, il y a eu des problèmes économiques assez importants. Donc tout ça a forgé une idée qu'il a d'une gestion saine de l'argent. Souvent accusé à tort de pencher vers le communisme, le pape François développe en réalité une pensée économique chrétienne classique teintée par son parcours argentin. Pour lui, l'argent ne doit pas être un maître, mais rester un serviteur. Le pape a développé sa pensée au travers de quelques textes majeurs, notamment le texte qui s'appelle « La joie de l'Évangile », dans lequel il dénonce les excès du capitalisme et il dénonce en tout cas la soumission des êtres humains aux logiques de marché et de la main invisible. Il a également écrit un texte qu'il appelle « Loué sois-tu Seigneur Jésus », qui est le début de la prière de Saint François, dont il a pris le nom, Saint François, l'apôtre des pauvres. Et dans cette lettre encyclique, il plaide pour une réhumanisation de l'écologie. Le pape François aura cherché à mettre en œuvre ces principes économiques au cœur même du Vatican. En dépit de résistances importantes, il a joué un rôle clé dans l'instauration d'une plus grande transparence au sein de la cité-État, longtemps secouée par des scandales financiers. Il a commencé par réduire de 10% les salaires des personnes les mieux payées. Alors bien payées au Vatican, c'est 4 à 5 000 euros par mois. Ce ne sont pas non plus des salaires mirobolants. Il a également fait remettre de l'ordre dans la banque du Vatican, une banque dans laquelle il y avait des comptes un peu douteux, etc. Donc il a nommé des experts internationaux pour venir s'en occuper. Ils ont fermé plus de 5 000 comptes. Et puis il a également restructuré le fonds de pension du Vatican et puis les appels d'offres. Le pape François a lancé d'importants chantiers, mais son œuvre reste inachevée. Son successeur devra encore relever de nombreux défis pour poursuivre la réforme et assurer une transparence accrue des finances du Vatican. Z sur 7 à la une. Le ministre des Finances, Jan Jan Bon, s'en prend aux contribuables qui contournent la taxe sur les comptes titres. En toile de fond, un constat préoccupant de la Cour des comptes. Cette taxe rapporte de moins en moins à l'État, alors même que la valeur des titres comme les actions, les obligations ou les trackers continue d'augmenter. L'accord de Pâques prévoit ainsi de nouvelles mesures destinées à renforcer le cadre de cette taxe, instaurée il y a 4 ans. Sabrina Scarna, avocate fiscaliste.
La taxe sur les comptes titres, c'est une taxe d'abonnement. Donc, dès qu'une personne a un compte qui comporte des titres, qui dépasse le 1 million d'euros en moyenne, eh bien, il doit payer 0,15. Un peu comme quand vous payez votre taxe de mise en circulation, quand vous avez une voiture. Quand vous avez un compte titre d'1 million d'euros, vous payez 0,15% de taxe. Parmi les techniques utilisées pour contourner la taxe sur les comptes titres, certaines sont devenues courantes. Ouvrir un deuxième compte dès que l'on approche du seuil d'1 million d'euros, ou encore convertir ces titres en actions nominatives qui échappent plus facilement à la taxation. Jusqu'à présent, ces pratiques restent parfaitement légales. Mais à partir du 1er juillet, les contribuables devront en justifier les raisons auprès du fisc, sous peine de sanctions. La loi va dire que le fait de couper un compte titre en deux ou le fait de les convertir en titres nominatifs est en soi abusif. On présume que c'est abusif. Et le contribuable pourra venir dire que ce n'est pas pour éviter l'impôt qu'il a pris cette mesure. Et comment le gouvernement va-t-il savoir que l'opération a eu lieu ? C'est là qu'évidemment, on crée une obligation de déclaration. Donc, par exemple, l'intermédiaire financier, la banque, devra avertir de ce que le contribuable a ordonné de scinder un compte. Grâce à ces nouvelles mesures, le gouvernement espère récupérer 50 millions d'euros supplémentaires cette année, en plus des 400 millions déjà collectés. Ces actions s'inscrivent dans la volonté de faire contribuer davantage les épaules les plus larges. La prochaine étape, bien plus délicate, sera l'introduction de la fameuse taxe sur les plus-values. Sur la taxation sur les plus-values, ça ne fait pas partie de l'accord de Pâques. On rappellera que c'est une taxe qui est censée entrer en vigueur l'année prochaine et donc c'est peut-être pour ça que le gouvernement se donne le temps et qu'il phase en réalité tout ce qui a été repris dans l'accord. Donc la taxe sur les plus-values est bien à l'accord du gouvernement mais ne fait pas encore partie du premier jet du gouvernement. Z sur 7 à la une. Dans un contexte médiatique dominé par les déclarations de Donald Trump et la guerre en Ukraine, l'environnement peine à trouver sa place au premier plan. Pourtant, la transition énergétique demeure plus urgente que jamais. En matière d'énergie renouvelable, l'Europe, la Belgique et la Wallonie accusent un net retard alors que les enjeux climatiques, économiques et géopolitiques rendent cette transition incontournable pour les années à venir. Écoutez Ivan Verhoekstraat, le président des engagés. C'est fondamental au niveau de notre compétitivité. On voit bien qu'aujourd'hui, l'énergie est beaucoup trop chère en Europe. C'est aussi indispensable au niveau de la défense. On voit que si on n'a pas la capacité d'avoir de l'autonomie énergétique, il suffirait d'un siège énergétique de quelques jours et tout s'éteint aujourd'hui en Europe. Le principal frein au développement des énergies renouvelables en Europe réside dans la domination de la Chine. Le pays est aujourd'hui le premier investisseur mondial dans ce secteur, notamment dans le photovoltaïque et l'éolien. Cette avance technologique et industrielle rend difficile la compétitivité de l'Europe face à des prix chinois imbattables et une production de masse largement subventionnée par Pékin. La Chine, elle a une stratégie très très claire, elle gagne, elle fait du dumping, elle gagne la compétition et puis elle écrase, elle casse des filières. Une fois qu'on a cassé une filière, ça prend énormément de temps pour la reconstruire et donc là, il y a une marge qui peut se créer. Demain, il risque d'y avoir encore plus de ce type de concurrence avec le marché américain qui risque de se fermer et une déferlante de produits chinois ici en Europe. Donc plus que jamais, on doit absolument être moins naïf et protéger correctement nos industries. Pour protéger efficacement nos industries des distorsions de concurrence, la première étape consiste à harmoniser les règles. Aujourd'hui, il existe presque autant de normes européennes que d'États membres, ce qui engendre des coûts d'adaptation considérables pour les entreprises. Ensuite, il est essentiel de définir une politique cohérente en matière de protectionnisme et d'ouverture des frontières. Sans vision claire à ce niveau, l'Europe risque de continuer à subir la concurrence déloyale plutôt que d'y répondre de manière structurée. Étienne de Calataille, économiste. Il ne faut ni totalement les ouvrir, ni totalement les fermer. Moi, je suis pour qu'on les ouvre largement, mais en imposant des conditions sociales et environnementales, de telle sorte que les productions chez nous ne soient pas défavorisées par rapport à des productions venant d'autres pays, Chine ou pas Chine, qui ne répondraient pas aux mêmes exigences. Mais ne rêvons pas, ce n'est pas en fermant totalement les frontières que nous assurerons notre robustesse. Parallèlement, il est crucial d'accélérer le développement des énergies renouvelables sur notre territoire. Du côté wallon,
2,5 milliards d'euros seront investis d'ici 2029 par Wallonie Entreprendre. Parmi cette somme, 700 millions seront spécifiquement alloués à la réindustrialisation de la région, avec un accent particulier sur les secteurs liés aux énergies renouvelables. Olivier Bouchat, pour Wallonie Entreprendre. Ces entreprises, elles doivent exister sur des chaînes de valeur stratégiques comme l'hydrogène, la photovoltaïque ou encore les batteries. Et notre rôle est d'investir pour pouvoir développer ces filières en comptant sur le tissu économique wallon qui est majoritairement constitué de PME. Et donc il faut intégrer ces PME dans des écosystèmes structurés autour de nos grandes entreprises industrielles. Le gouvernement wallon joue un rôle clé dans l'accélération de la transition énergétique, mais certaines décisions ont freiné les progrès. La suppression des aides financières aux panneaux solaires a considérablement ralenti leur développement, tandis que pour l'éolien, ce sont principalement les lourdeurs administratives liées à l'octroi des permis qui bloquent encore son expansion. Z sur 7, les dessous du pouvoir. Peter de Keyser, économiste et entrepreneur, fait le lien entre entrepreneuriat et politique. Aujourd'hui, nous parlons du marché unique européen. Il devrait nous rendre tous plus riches, mais il semble pourtant que nous prenions du retard sur le plan économique. Pourquoi n'arrivons-nous pas à faire en sorte que les entreprises européennes deviennent réellement grandes ? Et plus important encore, que pouvons-nous y faire ? Première question. Commençons par les faits. Quelle est l'ampleur de la différence entre l'Europe et, par exemple, les États-Unis en matière d'entreprises prospères ? La différence est tout simplement frappante. Si vous demandez aux gens de citer 5 entreprises européennes de moins de 50 ans, cotées en bourse et valant plus de 10 milliards d'euros, la plupart du temps, ils ne savent pas quoi répondre. Aux États-Unis, en revanche, on cite sans peine 5, 10 ou 20 entreprises. Nvidia, Meta, Amazon, etc. Ce n'est pas parce que les Européens sont moins intelligents ou moins innovants. Nous avons beaucoup de talent. Le problème réside dans la capacité à croître. Les entreprises européennes sont bloquées beaucoup plus rapidement, tout simplement parce qu'elles opèrent dans une mosaïque de systèmes. Chaque pays a ses propres taux de TVA, ses propres procédures juridiques, ses propres lois sur la faillite. C'est comme si l'on commerçait entre des pays et non au sein d'un seul marché. Un entrepreneur qui veut étendre une entreprise de la Belgique à l'Allemagne se heurte rapidement à autant d'obstacles que s'il voulait étendre de la Belgique au Brésil. Deuxième question. Mais nous avons déjà un marché intérieur depuis des années, non ? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire fonctionner réellement ? Alors, en théorie, le marché intérieur existe depuis longtemps, mais en pratique, il est encore fragmenté. Et c'est parce que l'harmonisation, l'alignement des systèmes, progresse très lentement. Chaque pays considère son propre système comme quelque chose de sacré, une expression de sa souveraineté. Prenez les impôts. Chaque pays pense que son système fonctionne le mieux. Et dès qu'il est question d'uniformisation, les politiciens craignent de perdre des électeurs. De plus, les intérêts économiques entre les États membres sont extrêmement divergents. Ce qui fonctionne pour les grandes puissances industrielles comme l'Allemagne se heurte aux intérêts d'économies, par exemple agricoles, comme la Bulgarie ou la Roumanie. La conséquence, tout le monde réclame davantage d'Europe, mais personne n'ajoute que cela signifie aussi moins d'autonomie nationale. Dès que cela devient concret, dès qu'il s'agit d'impôts, de législation, tout s'enlise. Et dans cette impasse, nous perdons du temps, de l'argent et des opportunités. Pour les entrepreneurs et surtout pour les startups, c'est désastreux. Ils doivent s'adapter à 27 administrations, règles et procédures différentes. Les seuils sont si élevés que de nombreuses entreprises prometteuses ne se développent pas ou s'expatrient tout simplement aux États-Unis où il y a un seul marché, un seul ensemble de règles et où l'on peut donc croître beaucoup plus rapidement. Troisième question. Nous sommes donc pris en étau entre la fragmentation et une harmonisation irréalisable. Quelle est donc la solution viable ? Alors, selon moi, nous devons cesser de continuer à essayer d'harmoniser par la voie classique. Cela prend des décennies, nous n'avons pas ce temps. Ce dont nous avons besoin, c'est une voie alternative. C'est pourquoi je propose ce qui suit.
Créons un 28e système, un cadre fiscal et juridique européen propre, avec sa propre fiscalité, ses propres règles, auxquelles les entreprises pourront adhérer volontairement. Ce système devrait être plus simple que ce que nous connaissons actuellement, avec une bureaucratie minimale, des impôts bas et forfaitaires, des formes de société modernes et un ensemble de règles claires. Pas de contraintes, pas d'harmonisation, mais la liberté de choix. Les entreprises peuvent décider elles-mêmes si elles souhaitent s'organiser sous ce nouveau système européen. Voyez ça comme une sorte de zone économique spéciale, mais au niveau européen. Les entreprises adopteront massivement ce système, non parce qu'elles y sont obligées, mais parce que c'est mieux. Et si les États membres constatent que les investissements et l'activité se déplacent vers ce nouveau système, alors une pression positive se créera d'elle-même pour réformer les systèmes nationaux. La concurrence comme levier de progrès. L'Europe n'a pas besoin d'attendre le consensus. Nous pouvons créer dès maintenant un espace de croissance en offrant aux entrepreneurs un meilleur choix. Un 28e système peut sembler peu orthodoxe, mais il est réaliste, rapidement réalisable et basé sur la liberté de choix. Et c'est peut-être précisément ce dont l'Europe a besoin pour retrouver sa confiance économique. Pas une révolution, mais une évolution de l'intérieur. Car si nous continuons à faire ce que nous avons toujours fait, nous continuerons à obtenir ce que nous avons toujours obtenu. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Guillaume Duchesne de la Banque Transatlantique évoque 2 événements marquants du week-end de Pâques. La baisse du dollar et le décès du pape François. Concernant ce dernier, les impacts sur les marchés sont peu clairs. Les choix et la communication du Vatican pourraient influencer les investisseurs, mais l'effet reste incertain. Alors, si on commence par le dollar, alors c'est une baisse qui a été continue. On a 1,15 maintenant vis-à-vis de l'euro. Donc c'est quand même une baisse conséquente parce qu'on était quasiment à la parité au début de l'année. Donc c'est plutôt 10-11% de baisse du dollar, qui avait commencé avec les inquiétudes sur l'activité économique aux États-Unis, avec le ralentissement de l'activité et une crainte d'une récession, qui s'est accéléré évidemment avec les droits de douane le 1er avril, le 2 avril. Et donc là, il y a eu un effet assez négatif sur le dollar. Ouais. Et ça continue. Outre le dollar, la communication du Vatican a-t-elle eu un impact sur les marchés boursiers ? Alors, honnêtement, c'est pas vraiment un impact qui est important. Maintenant, on le sait, le pape avait une vision des marchés et de l'environnement qui était assez marquée et qui n'est pas réellement pro-marché, puisqu'il critiquait la spéculation, il critiquait le fait qu'il y avait possibilité, ou en tout cas c'est ce qu'il voulait, plus de réglementation, également éventuellement de supprimer la dette de certains pays, donc un environnement qui n'est pas vraiment pro-marché. Ça, c'est clair. Alors après, c'est vrai qu'il y a des questions. Là aussi, dans votre sujet, on parlait des encycliques. Donc, il a signé des encycliques qui ont eu quand même peut-être un peu un impact, et notamment celle sur le climat, avec cette volonté de montrer que l'écologie est importante. Oui. Là, ça peut avoir un impact. Alors, si c'est repris par les médias, il y a quelques articles un peu plus scientifiques qui montrent que, statistiquement, il y a quand même un impact de ce type de décision, mais c'est quand même très limité. Mais si cette vision du pape François est engagée, il existe tout de même des investissements à vocation chrétienne sur les marchés financiers. Comment se comporte-t-il ? Ah ben là, c'est intéressant parce que c'est de voir un petit peu parce qu'il y a effectivement des indices qui reprennent un petit peu la doctrine de l'Église, donc qui vont éliminer un certain nombre de secteurs qui sont jugés comme inadaptés par rapport à cette doctrine. Donc on retrouve la pornographie, les jeux, également sur la santé. Il y a pas mal de questions sur la recherche sur les cellules souches et la santé. C'est un secteur qui en 2024 a extrêmement mal performé. Il y a eu le fait de déstockage après Covid, donc la sortie du Covid a été difficile pour le secteur. Et puis, évidemment, maintenant, il y a la nomination de Kennedy en tant que ministre aux États-Unis. Donc, tout ça a eu un effet assez négatif sur la santé. Et donc, la repondération sur d'autres secteurs comme par exemple les financières, ont eu un avantage éventuellement sur ce type d'indice. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve demain avec plus d'analyses sur l'actualité dans un nouvel épisode de Z sur 7. Et de quoi parlerons-nous demain, Béatrice ? C'est moi-même que vous retrouverez à la présentation de l'épisode de demain. En complément de votre tour de l'actualité économique, nous reviendrons sur la une du magazine Trends Tendance. Merci de nous avoir écoutés et au plaisir de vous retrouver demain.
Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge. Parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie. J'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.